Trump, par certains côtés, avantage Poutine, mais en matière de bras de fer, de puissance à puissance, on voit à quel point il veut bien dominer face aux Russes, c'est son obsession de ce qu'il appelle le dôme de fer. Et ce très vaste projet de très longue date, ça remonte même à des années où il dit régulièrement, comme Reagan, on retrouve ça, comme Reagan, je veux avoir le système qui va semer, larguer définitivement les Russes et bien sûr les Chinois. Écoutez. Nous allons construire un grand dôme de missiles. Un dôme de fer made in États-Unis. Nous construirons ce dôme de fer. Nous fabriquerons en Amérique, nous aurons un beau dôme de fer et il nous protégera ce dôme de fer. Nous allons immédiatement commencer la construction d'un bouclier antimissile de pointe, le dôme de fer, qui pourra protéger les Américains. Nous protégeons les autres pays, mais nous ne nous protégeons pas nous-mêmes. Alors, on va avoir l'explication militaire. D'abord, l'esprit, n'est-ce pas, cette impression que donne Trump qui veut, en réalité, taper sur tout le monde. On l'a vu, les Canadiens, les Mexicains, l'Europe sans doute demain. L'Ukraine, il n'est pas tendre à l'égard de l'Ukraine, mais il n'est pas tendre non plus à l'égard des Russes. Oui, et puis il y a cette idée que, là, pour le coup, avec son dôme de fer, il permettrait aux États-Unis de redevenir isolationnistes, puisque les Américains ne seraient plus en danger. Alors c'est probablement une fiction, parce que on sait bien, la compétition elle est permanente entre le glaive et le bouclier, mais alors, c'est pas exactement la même chose que la guerre des étoiles de Reagan, parce que la guerre des étoiles de Reagan, l'idée c'était de pouvoir, enfin si je me souviens bien, pouvoir taper sur des missiles à partir de satellites partout dans le monde. Et donc il y avait une compétition avec la Russie. Là, c'est plutôt un système de protection. D'ailleurs, c'est pas un hasard s'il emploie cette terminologie, parce que le dôme de fer, il en existe un qui est en Israël et qui est relativement efficace, puisque ça arrête, je crois, 95 ou 97% de tout ce qui est tiré depuis l'extérieur vers Israël. Quelle est l'explication technique? Allons-y, quand même. Est-ce que c'est faisable? Voilà, vous êtes. Alors d'abord, techniquement, le dôme de fer. Alors, il parle de dôme de fer parce que ça a de la gueule. Voilà, mais en réalité, le dôme de fer, c'est une toute petite partie du système de défense israélien qui est destiné à intercepter les roquettes qui viennent de Gaza ou du sud du Liban. Pour le reste, tout ce qui vient d'Iran, c'est autre chose. Dans le dôme de fer, c'est ça. Donc, à moins que les Canadiens énervés finissent par balancer des roquettes sur les villes américaines ou les Mexicains au-delà de la frontière, c'est pas le sujet. Non, le sujet, c'est comment on se défend contre des... Alors, vous voyez le décret, il est assez court en fait. Comment on se défend contre des missiles balistiques ou de croisière, des missiles, voilà, de tout type. Alors, ça peut être des missiles conventionnels, ça c'est un vrai sujet, effectivement, quand on voit ce qui se passe en Ukraine, c'est un vrai sujet, notamment pour nous Européens, etc. Mais c'est surtout comment on se protège contre des missiles nucléaires venant de l'extérieur. Et l'extérieur, ça peut être, d'abord c'était l'Union soviétique pendant très longtemps, maintenant c'est de plus en plus dans la tête des Américains, la Chine, c'est ça le vrai sujet. La grande puissance qui se nucléarise massivement, c'est la Chine. Hein. Les Chinois fabriquent une arme nucléaire tous les 3 jours. Il faut quand même le rappeler, et accessoirement la Corée du Nord, qui peut représenter maintenant une menace pour les Américains. Mais ça, d'abord, c'est un vieux truc, hein. C'est depuis le Sputnik, 1957, où les Américains s'aperçoivent que si les Soviétiques lancent un satellite, ils peuvent aussi frapper sur le territoire américain avec des armes thermonucléaires, et depuis, ils ont travaillé, ils ont inventé tout un tas d'armements, ils ont investi des centaines de milliards de dollars pour, au bout du compte, fabriquer des choses qui fonctionnent un peu. C'est très compliqué d'intercepter des missiles intercontinentaux qui vont en Mach 25, qui sortent de l'atmosphère. Quel est le principe? Ça veut dire que dès qu'un missile décollerait de n'importe où sur la Terre, ils le savent à la seconde? Oui, alors ça, il y a des satellites qui observent. Ça, c'est déjà le cas ou pas? Ça, observer, si. On arrive à voir le départ de missiles qui sont dans des silos. Avec assurance? Oui, ça, on sait où sont les sites de départ de silos à terre. Donc, ils sont observés en permanence. Donc, attendez, soyons très précis. Ça veut dire que si un missile décolle de quelque part, par exemple, en Corée du Nord, à la seconde, les Américains le savent? Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'ils font? Ça, c'est une bonne question. Alors là, il y a d'abord, il faut bien l'identifier. Il faut être sûr que c'est pas c'est pas un exercice. Ça, c'est quand même très important, que c'est pas un test, tout simplement. Les Russes disent quand même quand ils font des tests, les Américains, normalement, tout le monde dit quand tout ils le font monde des dit. tests. Ils l'avaient dit pour l'Oreshnik. Tout à fait. Ils avaient Tout le monde le dit en disant attention, là, ce que vous êtes en train de voir, là, c'est un exercice. Hein. Mais le Coréen, non. Nord-Coréen, non, n'avertissent jamais. Donc vous avez un missile qui part de la Corée du Nord. Qu'est-ce que c'est? Ensuite, une fois que vous avez ça, comment on fait pour l'intercepter? Vous pouvez chercher
dans toute la trajectoire, vous essayez de l'intercepter le plus tôt possible, mais c'est très difficile d'intercepter hors d'atmosphère un projectile qui va à Mach 25, c'est extraordinairement difficile. Donc les Américains ont quelques systèmes, quelques lanceurs à très longue portée, fiabilité moyenne, ils peuvent éventuellement peut-être intercepter un missile, et passer pas sûr. Et puis après, ça redescend, ça rentre dans l'atmosphère. Là, normalement, souvent, maintenant, ça éclate. C'est-à-dire que vous avez non plus un seul projectile, mais plusieurs à surveiller, intercepter, dont parfois des leurres, des faux. Sur l'équilibre de la terreur, ce que vous décrivez est quand même incroyable, parce qu'on comprend que même les États-Unis d'Amérique, 900 milliards de dollars, Oui. n'ont pas l'assurance de contrer une première frappe. C'est-à-dire, en première frappe, toute puissance peut théoriquement... encore une fois, ils ont quelques systèmes qui permettent de tirer en très 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 haute altitude, quelques systèmes, ça s'appelle les THAAD par exemple, qui permettent de frapper au moment où le missile arrive dans l'atmosphère. Dans le temps, ils avaient des missiles nucléaires qui étaient destinés à intercepter des missiles nucléaires. Donc, vous balancez un missile de plusieurs mégatonnes dans l'atmosphère et ça va, là, vous avez des chances peut-être de le toucher, mais avec des conséquences aussi particulières. Mais ces batteries, les batteries THAAD par exemple, elles ne sont pas aux États-Unis. Elles sont en Israël, elles sont, je crois qu'il y en a en Corée, il y en a un peu partout, il y en avait peut-être en Europe, et ce que dit Trump aussi, c'est on va rapatrier aussi nos défenses. La priorité, c'est la protection du ciel. On va rapatrier ce que l'on a déjà, et puis ensuite, on va investir, et on fait un grand projet. Donc ça aussi, il y a ce côté un peu la frontière, le grand défi américain, Nouvelle frontière. un joli nom. Voilà, ça plaît beaucoup. Donc encore une fois, on reparle de Reagan, parce qu'il y a une imitation quand même de Reagan. Techniquement, c'est très compliqué et ça ne se fera pas. Ils vont dépenser énormément d'argent. Un système défensif complet, étanche, pour l'instant, c'est pas possible. Et tant mieux d'ailleurs pour nous. Parce que mais est-ce que c'est bon pour nous, Guillaume Roquette, vous qui êtes un anticommuniste historique, j'imagine que vous étiez à c'est très l'époque déstabilisant. historique au sens, je ne veux pas vous vieillir, mais voilà, vous faites partie de cette génération, j'imagine. Effectivement, ça m'a jamais paru très séduisant. Voilà, qui considérait que Thatcher, Reagan, tous ces gens avaient contribué à nous défendre. Est-ce que Trump s'inscrit dans cette affaire, dans cette lignée ? Je ne sais pas, parce que effectivement, Trump, il est dans une logique de protection du territoire national. Et comme vient de l'expliquer très bien Michel Goya, ça permettrait aux Américains de se retirer du jeu. De toute façon, nous, on est tranquille. Donc maintenant, débrouillez-vous comme vous voulez. Oui, ça c'est moins rassurant, évidemment. Oui, parce que l'objectif de la guerre des étoiles, encore une fois, c'était de développer une compétition avec l'Union soviétique que ce pays n'avait pas les moyens de suivre financièrement, et donc d'épuiser l'économie soviétique. Là, c'est un peu différent. C'est pour ça que je pense que c'est une mesure isolationniste, la volonté de fabriquer ce dôme. Mais il y a un côté, ou l'inverse. Il y a un côté quand même très déstabilisant d'un point de vue stratégie nucléaire. Oui. Vous êtes du côté russe et vous vous dites, voilà, mon ennemi, les États-Unis, sont en train de mettre en place, s'ils y parviennent, un bouclier complètement étanche. Et là, donc si nous sommes frappés, je suis impuissant. Voilà. D'abord, ils ont réagi. Et donc la tentation est forte d'éviter ça et de frapper les premiers, par exemple. Non, mais justement, ça peut être l'inverse, Guillaume. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes intouchable, vous faites littéralement ce que vous voulez, puisque vous êtes intouchable. Donc, vous pouvez vous retirer des affaires du monde, mais au contraire, vous pouvez agresser qui vous voulez, sachant que vous êtes intouchable. Après, sur ce sujet, je pense qu'effectivement, il est là, pour le coup, très réganien. Parce que cette idée de la militarisation de l'espace, qui n'est pas nouvelle, elle nous renvoie à son premier mandat, comme l'histoire du Groenland, d'ailleurs la même année, 2019, quand il avait déjà évoqué l'idée de l'achat du Groenland. 2019, c'est l'année où il lance la Space Force, la force spatiale américaine, qui était d'ailleurs une idée qui était très très forte pendant le mandat Reagan. Et c'est vrai que c'est un vrai sujet, c'est un espace de conquête qui mélange le civil et le militaire. Il y a encore un traité qui date de l'époque de la guerre froide, donc de 1967, et c'est quand même pas rien à l'époque, en 67, que les Britanniques, les Américains et les Soviétiques signent ça en même temps, non pas pour interdire ou prohiber la militarisation de l'espace, mais pour interdire la mise en orbite d'armes non conventionnelles, donc nucléaires. Parce que c'est ça aussi qui est en toile de fond de cette histoire, c'est cette idée qu'on pourrait avoir l'utilisation d'armes nucléaires dans l'espace extra ou exo-atmosphérique, et qui pourrait complètement déstabiliser les moyens civils et militaires de l'ennemi, puisqu'il faut rappeler en fait ce qui est disposé dans l'espace, ces satellites, et ce qu'on en fait, les outils de guidage, les outils de surveillance, etc., et l'Internet. Donc non, c'est un vrai sujet là pour le coup.
Et les armes orbitales, il y avait les soviétiques avaient développé des armes qui étaient destinées à être mises en orbite, des armes nucléaires qui pouvaient faire le tour de la Terre et pouvaient frapper beaucoup plus facilement et déjouer toutes les défenses. En tout cas, il y a eu une réaction immédiate de la part des Russes, puisque dans la bouche de la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova, qui dit que c'est pas sérieux, que ça serait un problème pour la stabilité du monde, et du coup, tous les commentaires à Moscou, c'est de dire que ça va dans le sens d'une renucléarisation du monde, d'une nouvelle course à l'armement nucléaire, que ce soit à terre ou spatial. Oui. Vous parliez à l'instant de Reagan et Thatcher contre l'Union soviétique. L'honnêteté oblige à dire que François Mitterrand, lui aussi, avait été extrêmement courageux et actif, parce que quand les soviétiques avaient déployé des SS-20, c'est-à-dire des missiles en Europe de l'Est, il était allé au Bundestag, en Allemagne, Bundestag socio-démocrate, en disant maintenant ça suffit le pacifisme, on a besoin de fusées Pershing parce que sinon on va être dans un état d'infériorité. L'hypothèse qu'on ne soit pas dans une logique de détente avec les Russes, mais au fond qui est, est-ce qu'elle existe encore? Vous le dites, il y a cette réaction de Zakharova, l'ambassadeur spécial du ministère russe des Affaires étrangères. Il n'est pas exclu que dans les conditions actuelles de confrontation avec l'Occident, nous pourrions être confrontés à la nécessité d'abandonner les restrictions sur les arsenaux nucléaires et de missiles en faveur de leur augmentation quantitative et qualitative. Ça, c'est du jargon diplomatique. On comprend quand même que entre Trump et Poutine, ça pourrait aussi mal se passer. C'est une hypothèse. Alors, il y a le dernier traité qui régit la non-prolifération donc des armes nucléaires, le traité New START, qui arrive à échéance, je crois, en février 2026. Et donc, il y a déjà des négociations, il y a déjà des conversations. Et ça c'est typiquement, ça fait partie de cet effort de négociation. Moi, je pense, je me trompe peut-être, que les Russes ne souhaitent pas que ce traité tombe. C'est vraiment le dernier garde-fou qui existe aujourd'hui. Et donc, on sent bien qu'on est en train de prévenir les gens en face. Attention, on n'a pas peur, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Réfléchissez bien. C'est ce que vous faites avant d'arriver à la table, me semble-t-il. Trump est-il en fait plus guerrier que ce qu'on pensait? C'est ce que vous disiez, Guillaume Roquette. Une fois de plus, les commentateurs se sont un peu trompés parce qu'il y avait le discours, il va être isolationniste, il veut surtout pas... En réalité, il montre un certain nombre d'actions guerrières en Somalie contre le groupe État islamique. J'ai ordonné des frappes aériennes militaires de précision contre le principal planificateur d'attentats du groupe État islamique et d'autres terroristes en Somalie. Alors évidemment, il y a toujours une pique contre Biden, ça fait partie du contrat. Biden et ses acolytes n'ont pas agi assez rapidement pour que le travail soit fait. Je l'ai fait. Le message envoyé à l'État islamique et à tous ceux qui veulent l'attaquer les Américains est le suivant, majuscule, nous vous trouverons et nous vous tuerons. C'est quel terroriste qu'il avait réussi à tuer? Il l'avait traité de chien Abou Bakr el-Baghdadi. Voilà, el-Baghdadi. En 2019, oui. Calife. Quand il avait tué el-Baghdadi, il avait fait dans le style, disons, assez fleuri. Oui, le Baghdadi qui avait été tué à Idlib en 2019, effectivement, par un commando américain.